Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'Alice et de sa tiny house. Littéralement, cela signifie micro-maison. Il s'agit en fait d'un mouvement social et architectural prônant la simplicité volontaire par l'habitation de petites maisons. Pour différentes raisons, elles peuvent être écologiques, sociales, minimalistes. Avec Alice, nous allons explorer toutes ces raisons qui l'ont poussée à sauter le pas et s'installer en tiny house il y a quelques années maintenant. Dans cet épisode, Alice vous partagera également son retour d'expérience avec les avantages, mais également les inconvénients de la vie en micro-maison. J'espère que cet épisode vous plaira, qu'il vous permettra d'en savoir davantage sur les différents types d'habitat léger et que ce petit tour de la tiny house d'Alice suscitera chez vous un petit peu de curiosité. C'est parti, commençons tout d'abord par la jeunesse du projet d'Alice. J'habite dans la tiny house dans laquelle on se trouve en ce moment depuis 3 ans maintenant. Ça fera 3 ans au mois de mai. C'est un projet qui a émergé pendant le confinement où j'ai eu le temps de me poser des questions sur mon mode de vie, comme un peu tout le monde à ce moment-là, je crois. Et l'idée a émergé. Je me suis renseignée et puis j'ai lancé la construction et elle est pas sortie de terre, mais elle a été posée sur roue, on va dire, en mai 2021. Et donc, on est sur un terrain qui se situe à quelques kilomètres d'Annecy, où tu as posé ta tiny définitivement. En tout cas, c'est sur ce terrain que tu es depuis 3 ans. Ouais, c'est ça. J'ai pas bougé de terrain pour l'instant. C'est vrai que c'est un emplacement qui est assez chouette parce qu'à la fois, on n'est pas très loin d'Annecy. Je suis à une demi-heure de vélo, donc c'est plutôt pratique. Et en même temps, on est dans un cadre privilégié parce que dans un petit village de 700 habitants à la campagne, très rural. Donc, c'est aussi ça que je cherchais en habitant en tiny. Alors, j'aurais aimé, pour commencer cet épisode, que tu nous expliques un petit peu ce que c'est qu'une tiny house, d'un point de vue descriptif, évidemment, mais aussi réglementaire. Qu'est-ce que ça comporte, cette notion de tiny house? Parce que, voilà, est-ce qu'une cabane dans les arbres, ça peut être une tiny house? Alors, pas tout à fait. Alors, littéralement, tiny house, en anglais, ça veut dire maison minuscule. Et en fait, c'est une toute petite maison qui est construite sur une remorque. Donc, le format classique de remorque, c'est 6,60 m, 7 mètres à peu près par 2,40 m environ. Alors, je dis format classique parce que c'est le format qui permet de se déplacer sans faire appel à un convoi exceptionnel. Donc, les tiny houses, généralement, c'est ce format-là. Donc, ça fait à peu près du 14 mètres carrés au sol. Et puis, généralement, il y a 1 voire 2 mezzanines. On gagne quelques mètres carrés comme ça. Au niveau du poids, c'est 3,5 tonnes réglementaires. Pareil, pour la même raison, pour ne pas déplacer en convoi exceptionnel. Donc, ça implique d'avoir le permis remorque pour la déplacer ou de faire appel à quelqu'un qui l'a et qui a les autorisations, les assurances, etc. Et à l'intérieur, c'est comme une maison classique, mais en format tout petit, avec tout le confort moderne. Et l'ossature est en bois. On va revenir un peu sur les matériaux utilisés, sur l'aspect. Pour la décrire, on est dans ton petit salon, au soleil, il y a beaucoup de fenêtres. Tu as un espace cuisine avec un four, une machine à laver, un robot de cuisine, une petite salle de bain qui comprend aussi les toilettes et ensuite à l'étage, tu as ta chambre. Quand tu dis tout le confort moderne, c'est vrai que, on a tout, je vois là juste en regardant un peu autour de moi, un radiateur, des prises, des interrupteurs. Voilà, c'est pas du tout, le camping comme certains et certaines pourraient l'imaginer. C'est vraiment juste une maison mais en format un peu, mini. J'aimerais que tu nous parles un peu de la construction parce que déjà des motivations. Qu'est-ce qui t'a motivé à habiter en tiny? Je trouve que c'est assez intéressant. Donc tu l'as dit, c'était pendant le confinement. Il y a une dimension écologique, j'imagine, une dimension minimaliste peut-être, tu vas nous raconter et ensuite comment tu as fait ton choix? Pourquoi la tiny et pas la yourte, par exemple, ou la roulotte? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cheminement? Oui, alors ça a été une réflexion qui a pris plusieurs mois, mais je pense qu'en fait, il y avait 3 critères principaux. Alors, comme tu le disais, il y avait le critère écologique.
J'avais envie d'avoir, je commençais déjà à faire une transition, on va dire, dans plein d'aspects de ma vie, le transport, l'alimentation et puis du coup la question de l'habitat s'est rapidement posée. Donc j'avais envie d'avoir un habitat plus sobre, avec qui consomme moins de ressources, qui soit moins énergivore. J'avais envie d'avoir des toilettes qui n'utilisent pas d'eau parce que je trouvais ça totalement absurde d'utiliser de l'eau potable pour les toilettes. Donc tout ça, est venu un petit peu alimenter cette réflexion. Après, j'avais aussi envie d'être propriétaire, en fait. Mais le fait de m'engager sur un crédit sur 25 ans, ça me faisait trop flipper. Je trouvais que ça allait me contraindre dans ma carrière à peut-être être bloquée dans un CDI ou pas pouvoir faire une reconversion à un moment de ma vie, etc. Donc ça m'oppressait un petit peu cette logique du crédit. Du coup, j'avais envie d'avoir un habitat qui soit plus abordable et qui me permette de soit pas faire de crédit du tout, soit de faire un crédit sur 5, 6, 7 ans, quoi, max. Donc ça, c'était le deuxième critère. Et après, il y avait le critère mobilité, parce que moi, je suis originaire de Grenoble. J'ai vécu à l'étranger pendant mes études, j'ai bien aimé bouger et je sais que je vais avoir envie de rebouger à des moments dans ma vie. Donc, j'avais pas envie d'être aussi bloquée, d'être à un endroit fixe. Et le fait d'avoir une maison sur roue, bah, je sais que si plus tard, et ça sera bientôt le cas d'ailleurs, si plus tard j'ai besoin de bouger, je peux emmener ma petite maison sur mon dos, tel un escargot. Et ça, c'est assez chouette. Enfin, c'est vraiment la liberté de mouvement dont j'avais besoin, tant sur le côté financier que sur le côté mobilité. Ça me donne de la liberté. Ça me correspond bien. Ça répond à ton besoin. On reviendra justement sur le déménagement prochain de ta tiny. Tu le disais, c'est une réflexion qui a été longuement mûrie. On va commencer d'abord avec la construction de la tiny. Il me semble que tu as fait appel à un constructeur qui est basé dans la région, mais que tu avais quand même un petit peu envie de mettre la main à la pâte et voilà, travailler un peu sur ton futur habitat. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as fait ton choix? Les tiny, c'est un marché florissant. J'imagine qu'on trouve un peu de tout, des constructeurs éco-responsables, engagés, qui font attention aux matériaux qu'ils utilisent et peut-être d'autres qui sont moins rigoureux. Est-ce que tu peux éclairer un peu les auditeurs et les auditrices qui aimeraient faire ce choix mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre? Oui, alors c'est vraiment le conseil que je donne aux personnes qui me posent des questions sur le choix du constructeur. C'est de faire une sorte de benchmark des constructeurs existants dans sa région. Nous, alors je dis nous parce que c'est un projet que j'avais initialement avec mon ex-copain. Aujourd'hui, je vis seule dans la tiny, mais lors de la construction, on était 2. Et en fait, on avait envie de faire appel à un constructeur parce qu'on n'avait pas ni le temps ni les compétences de faire la maison de A à Z. Par contre, on avait envie de participer à des étapes. Et on a choisi ce constructeur, donc, qui s'appelle Tok Tok Tiny. Il est basé en Savoie. Et en fait, lui nous permettait d'intervenir à certaines étapes du chantier. Donc, il mettait, lui, sa construction en pause pour qu'on puisse, nous, faire une étape. Et puis, il prenait la suite derrière. Par exemple, on a fait l'électricité, on a fait la peinture intérieure, extérieure. On a dessiné tous les meubles, tous les plans de la tiny. Donc, c'était vraiment une co-construction. Et ça, la démarche était assez intéressante. Sans compter qu'il nous donnait accès à son hangar, à ses outils, etc. Donc ça, c'était bien. Et pourquoi on a fait appel à lui? C'est parce qu'au-delà du design et du sérieux de sa structure, il avait un réseau en fait d'acteurs locaux avec lequel on avait envie de travailler. Donc par exemple, pour le bardage de la tiny, c'est du red cedar. C'est un bois qui est un peu controversé parce qu'il pousse essentiellement au Canada. Donc il y a une empreinte carbone qui n'est pas terrible. Et en fait, lui a réussi à récupérer un cèdre rouge. Il y avait eu une tempête dans la région. Il a pu récupérer cet arbre-là. Donc, on trouvait ça assez intéressant. Pareil pour les meubles, il a fait appel à une entreprise de réinsertion de personnes en situation de handicap qui récupérait des chutes de bois d'entreprises de la région. Et on a fait tous nos meubles avec ça. Et bon, tu vois, le résultat est hyper pro. On n'avait pas du tout envie de lésiner sur le confort et sur le résultat final. Mais bon, si on pouvait avoir en plus une démarche éco-responsable et locale, c'était encore mieux. Après, il y avait sur l'isolation aussi. C'est une isolation en métis. Donc, c'est-à-dire que c'est du jean défragmenté. Tu sais, quand tu mets tes jeans dans les bornes, le relais, en fait, ça part dans le nord de la France et ils vont décomposer tout ça et créer des blocs d'isolants. Toute la maison est isolée comme ça. Et tu vois, on est en plein hiver et il fait plutôt bon. Donc, ça marche bien. Et voilà, donc on avait envie de pousser un petit peu le curseur un petit peu plus loin dans cette démarche-là. Et ce constructeur, il répondait bien.
Et après, comme tu l'as justement dit, aujourd'hui, faire des tiny, il y a plein de gens qui prétendent savoir faire. Et malheureusement, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, surtout sur le long terme. C'est-à-dire qu'on peut la livrer très bien et puis en fait, elle ne va pas bien vieillir. Et je pense que si on veut avoir une démarche écologique, le but, c'est qu'elle soit aussi durable, dans le sens durable dans le temps. Si c'est pour avoir une maison qu'on est obligé de reprendre au bout de 3 ans, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, il y avait aussi ce côté-là qui était important. Et là, tu vois, ça fait 3 ans, elle a vraiment pas bougé du tout. Même à l'extérieur, alors qu'on habite quand même dans une région où il neige. Ouais. Bah voilà, le bardage en bois, il est plus aussi éclatant qu'au premier jour, entre guillemets. Mais il est protégé, il a pas grisé, il est juste un peu moins couleur bois. Il s'est un petit peu éclairci avec le soleil, la pluie, etc. Mais ils se font toujours bien dans le paysage. Je sais que dans une quinzaine d'années, je devrais refaire le bardage bois. Mais bon, je pense presque comme dans n'importe quelle maison classique. Sinon, l'intérieur, si tout va bien, ça ne devrait pas bouger. Et puis, vous n'avez pas non plus lésigné sur l'esthétisme. Vous avez des belles huisseries, du double vitrage, je pense. Ça, pareil, c'était un acteur local en Savoie. Les fenêtres, hyper bonne isolation. Là, j'ai aucune entrée d'air qui pénaliserait le confort thermique de la maison. Donc, non, ça fonctionne très bien. Et alors, j'aimerais que tu nous parles des points forts de ce type d'habitat léger. Alors, évidemment, il y a la liberté, la mobilité d'un point de vue écologique plutôt. Donc, tu le disais, les toilettes n'utilisent pas d'eau, c'est des toilettes à séparation. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses comme ça qui ont été mises en place? Et puis, comment ça se passe au quotidien? Oui, alors c'est vraiment très simple. Je suis raccordée à l'eau, raccordée à l'électricité. C'est un peu comme un bateau qui viendrait se brancher au port. C'est le même fonctionnement. Pour l'instant, je suis raccordée à l'électricité du réseau. J'ai le projet, lors de mon déménagement dans l'écolieu, de mettre des panneaux solaires. J'ai fait le choix de ne pas le faire au début parce qu'en fait, je me disais que c'était déjà une bonne étape de passer d'un appartement à une tiny. J'avais envie que le projet se passe bien et de pouvoir transformer l'essai. Donc, je n'ai pas voulu être trop ambitieuse sur tous les changements que ça allait provoquer dans mon quotidien. Donc, je me suis dit que j'allais faire par étapes. Et là, maintenant que je vois que finalement, en termes de confort, je n'ai pas eu vraiment à m'adapter. Enfin, ça a été très facile. Je pense que là, je vais pouvoir passer l'étape des panneaux solaires bientôt. Et sur la question de l'énergie, en fait, c'est un habitat qui est peu énergivore parce que tu as peu de surface à chauffer. Donc, le chauffage, je l'allume tard dans l'année. Tu vois, par exemple, au mois d'octobre, quand il commence à faire un peu plus froid, mais que ce n'est pas encore des températures négatives, il suffit que je fasse une quiche au four et en fait, ça chauffe déjà toute la maison. Donc, je le mets plus tardivement. Je le mets pas très chaud. Je n'ai pas besoin de le mettre très chaud pour qu'il fasse bon. On avait peur, justement, parce que tout le monde s'inquiétait un peu qu'on ait froid, parce que je pense qu'on est un peu conditionné avec l'image du mobil-home ou de la caravane qui est très froide ou humide. Là, c'est complètement différent, mais n'empêche qu'à force que les gens nous disent ça, on a eu un peu peur. Donc, on a mis un sèche-serviette dans la salle de bain. Et en fait, je ne m'en sers jamais. Alors, je m'en sers pour suspendre mes serviettes ou pour sécher mon linge quand vraiment il pleut pendant plusieurs jours. Mais en tant que chauffage, je ne m'en sers jamais parce que le chauffage principal qui est dans le salon suffit largement. Ça m'arrive même que parfois la nuit, ça soit monté en température et que le matin, j'ai trop chaud, quoi. Donc, et pourtant, je le mets à 18-19. Donc, juste le fait que ce soit petit, ça suffit. Après, sur la question de l'eau, déjà, le fait qu'il y ait une petite distance entre l'arrivée d'eau et les sorties d'eau. Et par exemple, quand je tire de l'eau pour ma douche, je sais que dans certains apparts de mes potes, tu as besoin de laisser couler l'eau froide pendant un moment. Là, c'est pas le cas parce que ça arrive directement. Après, j'ai un récupérateur d'eau dehors. Notre propriétaire aussi, qui est très sympa, nous a mis un récupérateur d'eau au fond dont on peut se servir aussi, qui est encore plus grand. Donc, pas mal d'économies d'eau aussi là-dessus pour l'arrosage des plantes, etc. Tu récupères tes eaux usagées ou l'eau de pluie? L'eau de pluie. Ok. L'eau de pluie. Non, mes eaux usagées, ça part dans tout à l'égout. Ouais. Et pour l'eau chaude, comment tu fonctionnes? C'est un ballon d'eau chaude électrique qui est dans la chambre, en fait. On avait décidé de le mettre là parce qu'on trouvait que c'était un peu bête de perdre de la place dans la salle de bain.
quand on a dessiné les plans, tout est un choix stratégique parce que là où tu gagnes de l'espace, tu en perds ailleurs. Et en fait, je te montrerai, le chauffe-eau, il est dans la tête de lit en fait du lit. Et du coup, il prend pas beaucoup de place. Et comme c'est un endroit où c'est l'endroit de la maison où on peut pas se tenir debout, c'est vrai que c'est pas très grave s'il y a pas trop de rangement dans ce coin-là. Donc ça marche bien. C'était une bonne astuce. Très bonne astuce que je recommande à tous. On va revenir sur les petits conseils et astuces justement pour celles et ceux qui aimeraient construire leur tiny. Avant qu'on passe à la première question d'une auditrice, j'aurais aimé que tu nous partages. Maintenant, ça fait 3 ans que tu habites ici, donc tu le disais, la transition a été assez facile finalement pour toi de passer de cette vie en appartement à ta vie en tiny. En plus, vous avez vécu à 2 aussi, donc tu as pu éprouver le modèle en couple et solo. Donc j'imagine que tu as pu constater que les 2 fonctionnaient. Est-ce que toi, tu décèles des points faibles à ce type d'habitat? Et alors là, toi, tu as la chance d'avoir été installé sur un terrain. Je sais que ça peut être un peu le point noir. C'est parfois compliqué d'installer des tiny sur des terrains. Toutes les mairies, communes ne l'acceptent pas forcément. Voilà, est-ce que tu peux nous partager un petit peu les points pas forcément les points faibles, parce que j'aime pas le côté négatif, mais plutôt les points d'amélioration pour cet habitat, cette forme d'habitat léger? Il y en a forcément, il n'y a pas de version idéale, Comme donc pour c'est tout, bien de toute c'est bien façon. de les souligner. Alors le côté moins pratique, c'est plus pour l'accueil des amis. Donc autant je trouve que de vivre en habitat léger, j'ai beaucoup plus de lien social avec les gens parce que j'ai des voisins avec qui je passe beaucoup de temps, bien plus donc des voisins qui vivent aussi en tiny house, bien plus que des voisins que je pourrais avoir dans un immeuble où finalement on est beaucoup, mais on est tous anonymes et on ne fait que de se croiser. Par contre, c'est vrai que là, tu vois, autour du canapé, je ne peux pas recevoir 15 personnes. Est-ce que tu peux transformer le canapé en lit? Oui, pour accueillir 2 personnes, donc on peut dormir à 4 très facilement. On l'a fait ce week-end, ça pose pas du tout de problème. Par contre, pour dîner avec des amis, on peut être confort à 6. Dès qu'on est 8, on est un peu plus tassé. Donc je peux pas faire de banquet ou de grandes raclettes. En plus, même en termes d'odeur, la raclette, ça serait pas une bonne idée, je pense, dans ces petits espaces. Mais voilà, je peux pas inviter forcément une dizaine de personnes en même temps. Mais du coup, je les invite par petits groupes et ils viennent plus régulièrement, donc c'est cool aussi. Pareil pour faire, là, je fêtais mon anniversaire ce week-end. Forcément, je ne pouvais pas inviter 40 personnes ici, donc on trouve des solutions. Ça, c'est peut-être la première limite. Et après, sur le confort, alors je te disais tout à l'heure que tout le monde s'inquiétait que j'ai froid l'hiver. Alors je n'ai jamais froid l'hiver, tout va bien l'hiver. T'as chaud l'été. Mais j'ai chaud l'été. Et ça, je le savais parce que le toit est en tôle, il y a plein de fenêtres, donc forcément la chaleur rentre pas mal. Tu as un ventilateur au plafond, je vois. Ouais, qui sert bien. Donc en fait, j'ai trouvé des petites astuces. Alors déjà, tu vois, j'ai mis une bâche sur la fenêtre principale parfois je l'enlève l'hiver. Et puis bon, ça permet de couper un petit peu les rayons du soleil qui rentrent par cette fenêtre-là. Après, j'ai une piste que j'ai pas encore mis en pratique, mais ça serait de repeindre le toit en blanc pour que ça réfléchisse. Donc, il faut que je creuse cette piste-là. Je sais qu'il y a une entreprise, la Cool Roof, qui le fait. Je vais me renseigner. Et après, bon, pour les soirs d'été classiques où il fait chaud, je mange dehors avec mes voisins. J'ouvre tout à partir de 20h. On dîne dehors jusqu'à 22h. Et quand je rentre me coucher, ça va, il fait bon. Par contre, pour les soirs de vraie canicule, je dors pas dans ma chambre, je dors sur le canapé parce qu'il fait moins chaud et je mets le ventilateur. Ouais. Et je pars en vacances en août. Voilà les petites astuces que j'ai trouvées. Mais ça c'est un peu pénible et je sais que ça va pas aller en s'arrangeant malheureusement. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est la limite principale en termes de confort. Après, j'y suis tellement bien le reste de l'année que vraiment, je les oublie vite. C'est 4, 5, 6 jours de galère par an, quoi. Et puis, on est nombreux et nombreuses à avoir chaud. Oui. Moi, je vis en immeuble dans un appartement et on a chaud aussi. Il fait de toute façon de plus en plus chaud. Donc, je veux dire, c'est évidemment que c'est une des limites de la tiny, mais aujourd'hui, c'est quand même dans beaucoup d'habitats une limite qu'on peut retrouver. Alors, je te propose qu'on écoute la première question qui a été posée par une auditrice qui s'appelle Fanny, que tu connais peut-être, qui est en train d'auto-construire sa tiny house.
Bonjour, je m'appelle Fanny Moritz et j'ai autoconstruit ma tiny house. Je voulais savoir, toi qui vis dans une tiny également, quelles sont les choses que tu aurais faites différemment au niveau de l'aménagement, des fenêtres, de l'humidité, la disposition des meubles. Voilà, quelles sont les petites choses au quotidien que tu aurais faites différemment afin d'améliorer ta vie dans la tiny. Voilà, merci beaucoup. Merci Fanny pour ta question et je crois que je sais de quelle Fanny on parle, que je suis sur les réseaux sociaux. Alors, ce que je ferais différemment, ce à quoi je pense spontanément parce qu'on est assise dessus, c'est la banquette. Donc ça, c'est une erreur de ma part, c'est moi qui l'ai dessinée. Mais j'ai fait une petite erreur sur le dessin de la banquette. J'ai pas comptabilisé la taille du dossier. Donc la banquette est un tout petit peu courte sur l'assise. Ça aurait été pas mal d'avoir, je ne sais pas si tu le ressens, mais d'avoir 5 cm en plus. Non, je le ressens Tu pas, le mais ressens peut-être si tu restes un peu longtemps, tu Ouais. peux le percevoir. Voilà, ça, c'est petits détails du quotidien que je trouve qu'auraient été un peu plus sympa. Après, c'est sur la machine à laver. Donc, j'ai une machine à laver de 3,5 kg. Alors, c'est bien parce qu'elle prend pas beaucoup de place. Par contre, il faut faire des machines souvent. C'est pas très pratique pour tout ce qui est drap, grandes serviettes, etc. Donc, peut-être qu'avec le recul, je mettrai 1 ou 2 tiroirs en moins de rangement. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai des tiroirs vides. Ça paraît surprenant, mais c'est vrai. Et je mettrais peut-être une machine plus de 5 kg, 6 kg. L'autre point, c'est la vasque de la salle de bain. Alors ça fait débat dans la communauté des tinyistes. Est-ce qu'on met une vasque dans la salle de bain ou pas ? Moi, j'ai voulu en mettre une parce que je trouvais quand même ça sympa, le côté vraie salle de bain. Il y en a plein qui disent que ça sert à rien parce qu'en fait, l'évier est à 1 mètre. Donc ça fait 2 points d'eau et que c'est pas forcément cohérent. Moi, j'avoue que quand des fois j'ai la flemme de faire ma vaisselle le soir, je suis contente de pouvoir me brosser les dents quand même dans ma vasque. Mais pour le coup, elle est vraiment petite. Donc en termes d'entretien, c'est pas le plus pratique. Donc je sais pas. Ce que je ferais différemment, c'est que je trancherais plus. Soit j'en ferais une plus grande qui serait plus pratique, soit j'en ferais pas. Forcément un entre-deux. Mais là, c'est un peu un entre-deux. Voilà. Et après, c'est sur l'extérieur. En fait, je ne sais pas si tu as fait attention en arrivant, mais il y a des petites coulures, des coulures noires. En fait, c'est parce qu'il y a des cornières au-dessus de la tiny qui ont des petites bandelettes. Et avec la pollution des maisons autour, des cheminées ou la pollution de l'air, ça fait des petites coulures noires sur le bardage. Donc, du coup, il faut la nettoyer régulièrement. Il faut la nettoyer quand même de temps en temps pour ça. Et en fait, il aurait suffi de faire des cornières qui dépassent de 3 cm pour que les coulures tombent au sol et pas sur le bois de la tiny. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais je ne savais pas. Et le constructeur, il vous l'avait pas dit non plus ? Non, je crois qu'il ne le savait pas non plus. Et en fait, lui, là, il doit en être à sa 10e ou 12e tiny. Et les tiny qui sortent de son atelier maintenant n'ont rien à voir avec celles qu'il faisait il y a 4-5 ans. Donc je pense que lui apprend aussi au fur et à mesure des expériences. Donc ça, je pense qu'il n'avait pas l'info. C'est le seul truc où ça aurait été bien de le savoir avant, mais voilà. C'est tellement nouveau que fait, tout le monde tâtonne. Ça vient d'où d'ailleurs, les tiny ? Alors les tiny house, ça a été inventé, entre guillemets, pour un événement un peu malheureux. C'était après l'ouragan Katrina aux États-Unis. Il y a plein de personnes qui se sont retrouvées sans logement, qui ont dû avoir un hébergement d'urgence. Donc c'est comme ça que le concept des tiny house est né, parce qu'une tiny, ça se construit assez vite et ça permet quand même d'avoir un habitat dans lequel tu peux vivre toute l'année, quoi. C'est pas un préfabriqué. Donc c'était une solution pour ça. Donc Katrina, c'était 2007 et après il y a eu la crise des subprimes en 2008. Pareil, des gens qui se sont trouvés à la rue pour encore une très mauvaise raison. Et donc, il y a eu le mouvement des tiny house est vraiment né aux États-Unis et il commence à émerger de plus en plus en France, mais c'est beaucoup plus démocratisé là-bas que chez nous. Et même en termes de législation, c'est plus encadré. Enfin, nous, aujourd'hui, on est un peu dans un vide juridique. Oui, vous avez un vide juridique qui fait que c'est pas très clair non plus sur quel terrain peut accueillir ou non une tiny. Tout est très flou en fait. Une fois que tu as ta tiny qui sort de chez le constructeur, si tu n'as pas anticipé le terrain sur lequel tu vas t'installer, ça peut être assez compliqué, non ? Ça peut être même très très compliqué et c'est le deuxième conseil que je donne quand j'ai régulièrement des gens qui me contactent sur Instagram qui viennent visiter la tiny, donc qui me posent plein de questions. Et le premier conseil, c'est de bien choisir son constructeur et le deuxième conseil, c'est de trouver un terrain absolument avant de lancer la construction.
parce que j'en connais des personnes qui ont fait construire leur tiny en se disant qu'ils trouveraient pendant la construction et qui n'ont pas trouvé et qui se sont retrouvés dans l'obligation de revendre leur tiny à perte sans y avoir jamais habité. Donc franchement, c'est un peu le scénario cata, quoi. Alors c'est peut-être un petit peu, naïf, mais si tu veux aller t'installer sur le terrain d'un ami, qui est propriétaire de son terrain et qui te dit: «Oui, viens avec ta tiny», tu dois quand même demander une autorisation, à la mairie, à la préfecture? Ouais. Ou est-ce que tu peux aller t'installer chez ton ami comme tu installerais une tente? Alors en fait, il faut distinguer déjà ce qui est terrain constructible et terrain non constructible. Donc pour les terrains constructibles, si c'est pour t'installer pour moins de 3 mois, tu as pas besoin d'autorisation. D'accord. Si tu veux rester de manière plus pérenne, et moi c'était mon cas puisque c'est ma résidence à l'année, il faut faire une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie, si ton habitat fait moins de 20 mètres carrés, donc c'est le cas des tiny houses. Le problème, c'est que pour les mairies, en fait, c'est tellement peu connu. Il peut y avoir aussi des a priori, des stéréotypes, etc., que malheureusement, aujourd'hui, c'est pas trop démocratisé et l'accès n'est pas donné forcément très facilement. Donc, il y a des communes qui ça commence à bouger. Moi, je suis assez optimiste sur le fait que ça va répondre vraiment à un besoin, non seulement des habitants, mais aussi des collectivités. Communes, ouais. Donc, je ne suis pas trop inquiète sur le fait que la loi va bouger, j'espère en tout cas dans les prochaines années. Mais pour l'instant, ça peut être un frein. Donc ça, bien être vigilant. Alors je sais qu'il y a l'association Amo Léger qui fait un super boulot de cartographier en fait les villages ou les villes potentiellement accueillantes. Il peut y avoir un travail de pédagogie qui est fait auprès des mairies pour montrer quels intérêts elles vont y trouver aussi, en sachant que les personnes qui vivent en tiny house, je ne veux pas être le porte-parole de la communauté, mais on est quand même généralement sur un public respectueux de l'environnement, qui a une démarche d'économie des ressources, qui tend vers le zéro déchet, etc. Donc, c'est plutôt des habitants qu'on a envie d'avoir dans sa ville, entre guillemets. Mais oui, la question du terrain, elle est assez centrale. Il faut être vigilant. Donc ça, c'est pour les terrains constructibles. Pour les terrains non constructibles, on peut poser une tiny house sur un terrain agricole, par exemple. Mais il faut que le plan local d'urbanisme ait référencé ce terrain en tant que zone pastille. C'est ce qu'on appelle les zones stécales. Donc nous, c'est le cas l'an prochain, je m'installe dans un écolieu et le maire encourage le projet et il nous accompagne. Donc il a changé le PLU pour cette raison-là. Voilà, ça demande un peu de travail et d'abnégation, mais c'est possible. Et de connaissances aussi. Ouais. Il faut se renseigner. Bon, tu as cité une association, je mettrai le lien dans la barre de description de l'épisode parce qu'effectivement, c'est assez judicieux de se renseigner en amont. C'est clair. Pour éviter les écueils dont tu parlais juste avant. On va revenir sur ce projet d'écolieu en fin d'épisode parce que ça m'intrigue beaucoup. Avant qu'on passe à la deuxième question d'un auditeur du podcast, j'aurais aimé que tu nous donnes un peu une idée de fourchette de prix. Alors, on n'est pas obligé de dévoiler le montant de ta facture, pas du tout, mais plutôt une fourchette de prix pour les auditeurs et les auditrices. Voilà, c'est entre combien et combien, si on reste dans la catégorie des tiny houses qui sont plutôt éco-responsables, parce que c'est ce qui correspond à l'ADN de Basilic et c'est plutôt le type d'habitat qu'on a envie de promouvoir au micro. Donc voilà, avec des constructeurs qui font les choses dans les règles de l'art, qui essaient d'utiliser des matériaux sourcés, parfois des matériaux de seconde main, etc. Est-ce que tu as une idée un peu des fourchettes de prix? Alors j'imagine que tu connais pas tous les prix en France, mais on va se baser sur la région vu que tu l'as fait construire ici. Oui, déjà, moi je suis très à l'aise de parler de ça. Je pense que c'est important. Enfin, moi j'avais besoin qu'on me donne des réponses concrètes, donc j'essaye d'être aussi transparente que possible. Alors, il y a le cas de l'autoconstruction. Donc l'autoconstruction, on tient compte que du coût des matériaux. Et là, il faut compter à peu près 30 000 €. Alors, je dis à peu près parce que le prix du bois a beaucoup augmenté là, les 3 dernières années. Donc, bon, je donne un peu un ordre de grandeur, mais c'est un peu affiné avec le cours du bois actuel que je n'ai pas. Autoconstruction, on serait sur ça. Moi, c'est du coup plutôt une co-construction, mais avec un travail fait à 80% quand même par le constructeur. Donc, celle-ci, elle a coûté 55 000 € avec vraiment tout inclus, clé en main, c'est-à-dire avec tout le mobilier fait sur mesure,
même du coup avec l'électroménager, etc. Pareil qu'on a trouvé de seconde main sur le site qui s'appelle Murphy, tu connais sans doute. Voilà, donc nous c'était cet ordre de grandeur-là. Et je sais qu'il y a des tiny qui se construisent et qui se vendent encore plus cher, qui sont très instagrammables. Et là, on peut aller presque jusqu'à 80 000 €. Ok. Voilà. Ouais, Donc donc c'est une fourchette un peu large que je large, te donne, mais avec oui, mais ça 3 donne, idées, quoi. ouais, ça donne une bonne idée du prix et puis évidemment aussi de toujours, selon ce qu'on est prêt à faire, investir. La seconde main, c'est quand même aussi une bonne option. Alors, je te propose qu'on écoute la deuxième question de cet auditeur que tu connais peut-être et que j'ai sollicité en direct parce que j'avais très envie qu'il te pose une question. Coucou Alice, c'est Ben, ton super collègue. Une petite question pour toi concernant cette vie en tiny house. Est-ce que tu connais des gens qui vivent en tiny house avec des enfants? Parce que je serais curieux de savoir si c'est réalisable en famille. Est-ce que ce sont des tiny enfants du coup? Allez, bonne fin de podcast. Bisous. Merci Benjamin pour cette question. Alors oui, je connais des gens qui habitent en tiny house avec des tiny enfants. Alors le cas auquel je pense, c'est des copains qui vivent à une demi-heure d'ici. Ils ont un petit Noé qui a 2 ans. Du coup, eux, ils ont fait le projet de tiny. Ils avaient déjà le petit bout. Donc, ils ont créé leur tiny en fonction. C'est-à-dire qu'ils ont fait une chambre pour Noé. Et elle est super jolie, leur tiny. Je l'ai vue là, il n'y a pas très longtemps. Elle est vraiment super bien aménagée. Donc, il a une chambre en mezzanine? Ouais. En fait, de la même manière que moi, j'ai une minus mezzanine, mais qui est plus une étagère. Il y a des tiny qui ont la chambre principale est moins grande, du coup, ils ont une deuxième chambre qui fait un tiers, on va dire. Et non, elle est super bien construite, leur tiny. L'enfant a son espace, son intimité, plein de jeux. C'est très chouette. Et je les avais quand ils ont fait leur projet, je les avais mis en relation avec une autre personne avec qui je suis en contact, alors que je connais pas, mais qui me suit sur les réseaux sociaux. Et elle, pareil, elle a fait sa tiny avec un enfant, donc je crois qu'ils ont pas mal copié un peu leur plan et ça fonctionne très bien. J'ai rencontré là il y a 2 semaines un couple ils ont un bébé, ils ont une fille de 7 ans. Pour le coup, elle est un peu plus grande et pareil, ils vivent en tiny à 4. J'ai pas vu leur tiny, mais visiblement c'est possible. Fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Ils avaient pas l'air malheureux du tout, au contraire. Donc non, je pense que c'est une question d'organisation et de communication. Comme sur un bateau, hein, au final, tu vois, dans des espaces réduits. Je pense au bateau parce qu'il y a beaucoup de familles qui voyagent pendant des années sur des bateaux ensemble et ça se passe bien aussi. Hein. Bateau, camping-car, van. Enfin, tu vois, là, on voit les familles qui font le tour du monde en camping-car ou en van. Je pense que c'est un bon moyen de se connaître, quoi. et que ça resserre les liens dans la famille. Peut-être que quand les enfants sont ados, c'est plus compliqué, mais ouais, voilà, pour l'enfance, ça passe, je pense. C'est ça. Je pense qu'il ne faut pas idéaliser le truc et se rendre compte qu'il y a quand même une limite, même en termes d'intimité. En fait, à un moment, un enfant, il a besoin d'avoir son intimité. Moi, je me suis toujours dit que si je dois avoir un enfant un jour, je me verrais bien peut-être jusqu'à qu'il rentre à l'école, tu vois, jusqu'à ses 3-4 ans. Je vois assez bien le fonctionnement que ça pourrait être. Il faudrait que je construise une deuxième mezzanine, juste, mais techniquement, ça devrait être possible. Après, plus grand que ça, personnellement, je ne suis pas sûre que j'aurai envie de ça. Mais j'imagine que chez d'autres, c'est bien possible. Et ça fonctionne, puisque tu connais des gens qui l'ont fait. Et alors justement, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance dans la communauté des tiny house. Tu as l'air d'avoir fait beaucoup de rencontres et puis vous vous aidez, etc. Toi, tu as envie d'aller plus loin dans le projet. Tu as envie de créer un écolieu pour accueillir des tiny house, mais pas que, aussi des yurts. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que là, c'est vraiment l'étape du dessus. Tu as d'abord quitté ton appart, tu t'es installé en tiny. Mais finalement, bon, ça a changé. Tu as déménagé, quoi, et tu vis dans un appartement, une tiny qui est un peu plus petite que ton appartement, j'imagine. Mais c'était pas non plus un écolieu avec cette dimension collective qui, moi, m'intéresse beaucoup.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment est né ce projet et qu'est-ce qui va se passer? C'est pas encore fait, c'est sur la bonne voie, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc on était plusieurs habitants, soit de personnes qui habitaient déjà en tiny ou yurt, soit de personnes qui avaient ce projet-là à s'être rapprochées de cette mairie en Savoie. Et en fait, le maire nous a mis en relation tous ensemble. On s'est réunis en collectif, on a fait des réunions pour apprendre à se connaître, pour affiner un petit peu la vision qu'on avait du projet, qu'est-ce que ça voulait dire un écolieu pour nous, pourquoi on était dans ce projet de collectif, etc. Et on s'est monté en association là en juin dernier. Et depuis, on a passé pas mal d'étapes. Donc, on a la chance d'avoir une mairie qui est soutenante. On a un autre acteur qui est l'OPAC, qui est le bailleur social à qui appartient le terrain, qui est aussi porteur du projet. Et puis nous, en parallèle, on continue de travailler sur l'aspect collectif, sur notre raison d'être, sur notre plan d'aménagement. On a fait une réunion publique pour présenter le projet aux habitants. Pour l'instant, on est 7 foyers, mais à terme, on va peut-être être un ou 2 foyers supplémentaires. Donc là, on est dans un processus d'entrée potentielle de nouveaux foyers. Ouais. C'est un projet qui, moi, me tient beaucoup à cœur parce que je pense que le collectif, c'est un peu l'avenir, quoi, globalement, dans une société qui, malheureusement, est un peu morcelée. Voilà, avec des Tend vers l'individualisme. Ouais, exactement. À l'extrême. Et ça rend pas du tout les gens heureux, je pense, globalement. Donc, faire du collectif, faire du lien, ça me paraît vraiment essentiel. Et puis même dans la démarche écologique de mutualiser, en fait, mutualiser nos biens, mutualiser nos compétences aussi. Je trouve ça chouette parce qu'on a tous quelque chose à apporter et que là, on va pouvoir apprendre les uns des autres. Et donc là, on va avoir en principe 4 yurts, 3 tiny, donc en habitat individuel, une yourte commune pour se réunir, pour accueillir des gens, un local à vélo commun, un atelier de bricolage commun, ça c'est pareil, tous les outils, etc., dont on se sert une fois par an. Il y a un chiffre là qui avait sorti l'ADEME, moi, qui me stupéfait à chaque fois, c'est la durée d'utilisation d'une perceuse. Je ne sais pas si tu as l'info. Ah, j'ai pas le chiffre, mais... C'est 12 minutes de la vie d'une perceuse. Et pour ça, on en a tous à la maison, enfin presque. Et donc, je me dis, tu vois, sur ce type d'outils, en fait, ça n'a aucun sens qu'on en ait tous à la maison. Voilà, donc, on espère pouvoir s'installer sur ce lieu début 2025. Il nous reste quelques étapes à passer, tout n'est pas gagné, mais pas mal de voyants sont au vert. Et puis, on fait tout pour que ça arrive, donc on est assez confiants. Génial. Et la moyenne d'âge des porteurs du projet, c'est... Alors, c'est en moyenne, je ne sais pas, mais justement, c'est une des forces du projet, c'est que c'est intergénérationnel. Super. Et ça aussi, c'est une dimension qui... c'est pas pour cette raison que j'y suis allée au début, mais en fait, de les côtoyer depuis 2 ans, je me rends compte qu'on a tellement à apprendre en fait entre les générations. Et donc, on a tous les statuts sociaux, tous les formats de famille, entre guillemets. On a des retraités, des jeunes travailleurs, des célibataires, des couples avec enfants, des couples sans enfants. Ça, c'est très chouette. Et donc, moyenne d'âge, je ne sais pas, c'est une bonne question, mais on doit être autour de la quarantaine, je pense. Génial. Écoute, on souhaite beaucoup de belles choses avec ce projet. Merci. J'espère qu'on pourra réaliser un épisode dans quelques années à l'écolieu. Ce sera en Savoie, donc, tu as dit ? Oui, c'est ça. Tu vas quitter la Haute-Savoie. Je sais que je vais avoir un gros pincement au cœur quand je vais partir, mais ça sera pour une belle prochaine aventure. Une nouvelle aventure qu'on te souhaite heureuse. Merci beaucoup, Alice, d'avoir témoigné Jeanne. au micro. C'était très chouette de parler avec toi de tous ces sujets-là. Tous les liens seront dans la barre de description. Je sais que tu as aussi un compte Instagram si les auditeurs et les auditrices ont des questions supplémentaires ou peut-être qu'il y a des sujets que j'ai oublié d'aborder. Je les invite aussi à te suivre, comme ça ils pourront avoir tout plein d'astuces. Ouais. Et puis bien sûr, on te retrouve chez Atelier Déclic prochainement. Carrément. Voilà, toutes les infos seront dans la barre de description et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous avez pu l'entendre, 2 questions ont été posées par des auditeurs et des auditrices, mais également par un ou une experte du sujet, en l'occurrence Fanny Moritz. Si vous souhaitez participer aux prochains épisodes de Basilic, tous les liens utiles seront dans la barre de description. J'attends vos questions, qu'elles soient posées oralement ou à l'écrit.
merci d'avance de faire vivre Basilic et de le co-construire avec moi. Prenez grand soin de vous, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.